Dans les années 1930, alors que les nuages noirs de la guerre se rassemblaient à nouveau dans le ciel de l'Europe, l'Union soviétique, sous Joseph Staline, s'est efforcée de démontrer sa prouesse technique au reste du monde, en particulier dans les airs, où les soviétiques ont établi un certain nombre de records d'endurance pour les avions. Pour montrer à quel point l'Union soviétique avait évolué culturellement, un certain nombre de ses efforts de records incluaient des pilotes et des équipages féminins, et aucun n'était plus célèbre que Marina Raskova. Souvent créditée comme l'Amelia Earhart de l'Union soviétique, Raskova a été la première femme à se qualifier en tant que navigatrice dans l'armée de l'air soviétique en 1933 et a fait partie d'une tentative de record pour les aviatrices qui a vu son équipage voler plus de 4000 miles dans un bombardier à long rayon d'action DB-2 converti. Cela lui a valu le statut de célébrité en Union soviétique et surtout une influence sur Staline lui-même. Car lorsque la guerre éclaterait finalement entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, Raskova viendrait à Staline avec un plan pour que les femmes rejoignent les hommes dans la lutte contre les fascistes. Ce plan aboutirait à l'une des unités de vol les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale, les Sorcières de la nuit. Bienvenue à Guerre du monde. L'ampleur de l'invasion allemande de l'Union soviétique, surnommée Opération Barbarossa, ne peut vraiment être appréciée aujourd'hui, même avec tous les faits et chiffres disponibles. C'était vraiment l'une des plus grandes campagnes militaires uniques de l'histoire. Elle comprenait plus de 3,8 millions de soldats allemands et pro-axes marchant vers l'Est en 3 grandes armées, soutenues par près de 4000 chars et 5000 avions. Encore plus incroyable, cette force semblait pouvoir se rassembler sans aucune réponse soviétique de leur côté de la frontière, car Staline restait convaincu que l'Allemagne n'oserait jamais attaquer l'Union soviétique. Cette croyance a été brisée le 22 juin 1941. Cette force incroyable a commencé une marche vers l'Est qui semblait presque totalement irrésistible, car les troupes soviétiques ont été prises au dépourvu et mal équipées pour combattre les mastodontes blindés nazis. L'armée de l'air soviétique, qui avait souffert de décadence et de négligence en raison de la perte d'officiers expérimentés pendant les purges de Staline contre ses opposants politiques, s'est avérée faible pour offrir une véritable résistance à la Luftwaffe allemande et à ses pilotes hautement expérimentés, pilotant certains des meilleurs avions sur Terre. Une grande partie de l'armée de l'air soviétique a été anéantie au sol, parfois parce qu'ils ont été pris par surprise totale, et d'autres fois parce que les dirigeants soviétiques avaient peur de faire quoi que ce soit sans les ordres de leurs supérieurs, qui eux-mêmes ne feraient rien sans l'approbation de Staline. C'était un massacre. En seulement 7 jours après l'invasion, un stupéfiant total de 4000 avions soviétiques avait été détruit. Mais la réponse de Staline a été de simplement envoyer encore plus de ses gens contre les Allemands. Les chiffres semblaient compter plus pour lui que la formation ou l'équipement adéquat, et pour atteindre ces chiffres, il a invoqué le patriotisme du peuple soviétique pour affronter les envahisseurs fascistes. Ainsi, pour l'Union soviétique, la Seconde Guerre mondiale est devenue connue sous le nom de Grande Guerre patriotique, et de partout dans le vaste pays, les hommes se sont précipités pour s'inscrire au front, soit à cause de leur conviction en leur devoir, soit parce qu'ils avaient peur des conséquences pour eux et leurs familles s'ils ne le faisaient pas. Mais les hommes n'étaient pas seuls, car de nombreuses femmes ont commencé à exiger qu'elles aussi soient autorisées à servir leur patrie dans des rôles de combat. Une vaste campagne d'écriture de lettres a rapidement été entreprise, avec des femmes suppliant de rejoindre les hommes dans la lutte contre les nazis, mais la plupart ont été ignorées. Cependant, il y avait une femme désireuse de se battre qui n'était pas si facile à écarter, car elle connaissait elle-même Staline. C'était, bien sûr, Marina Raskova.
Démontrant peut-être plus de courage que la plupart des hommes de son cercle intime, Raskova a écrit à plusieurs reprises des lettres à Staline pour expliquer pourquoi les femmes devraient être autorisées à se battre. Étant donné que ce n'était pas seulement une guerre entre nations, mais entre le fascisme et le socialisme, peut-être la bataille la plus importante selon les deux idéologies, elle a soutenu qu'il était imprudent de ne pas inclure environ 50% de la population dans le combat. Elle a proposé de former 3 régiments d'aviation, dont 2 seraient mixtes et 1 serait un régiment entièrement féminin concernant à la fois l'équipage aérien et l'équipage au sol, surnommé le 588e régiment de bombardiers de nuit. Cette unité serait chargée de missions de harcèlement nocturne, dont l'objectif principal était d'empêcher les troupes allemandes et de l'Axe de se reposer pendant les heures d'obscurité, lorsque la plupart des opérations à grande échelle s'arrêtaient. En plus d'épuiser les troupes ennemies, cela inhiberait également les réparations et l'entretien de l'équipement allemand, car il se concentrait sur la tentative d'abattre les avions soviétiques, entravant encore plus leur capacité à fonctionner. De plus, l'impact psychologique de ces missions entraverait encore plus l'efficacité des troupes envahissantes, car la discipline et le moral se dégradaient en raison du manque de repos et de la tension de se demander quand serait la prochaine attaque. Le 8 octobre 1941, Staline a accepté de permettre la formation des régiments d'aviation féminins. Maintenant, le régiment 588 avait besoin de trouver un avion pour leurs besoins, et il viendrait sous la forme d'un entraîneur peu connu et plutôt discret, connu sous le nom de Polikropov U-2. Le petit biplan soviétique, qui est peut-être mieux connu sous sa désignation ultérieure de Po-2, a été conçu principalement à des fins agricoles, comme l'épandage de pesticides. Mais tel était le besoin d'avions pour combattre les Allemands. Beaucoup ont été réquisitionnés et grossièrement armés pour le combat. Avec une vitesse maximale de seulement 151 km par heure, une charge de bombe de seulement 349 kg et souvent seulement un pistolet pour la défense, l'idée d'emmener cet avion au combat avec les chasseurs de la Luftwaffe en maraude devait être une perspective terrifiante pour les malheureux pilotes choisis pour le piloter en ces sombres premiers jours. Cependant, au moment où le 588e était formé début 1942, beaucoup des lacunes du petit biplan Polikropov se sont avérées être des avantages pour la mission de harcèlement nocturne. Sa faible vitesse rendait la navigation nocturne beaucoup plus sûre, car elle donnait aux pilotes et aux navigateurs suffisamment de temps pour sortir des ennuis, tandis que son petit moteur était relativement silencieux, ce qui signifiait souvent que les Allemands ne les entendèrent pas arriver avant qu'ils ne frappent. Quant à sa petite charge de bombes, l'objectif principal du 588 était de perturber la capacité de l'ennemi à se reposer et à se préparer pour les batailles à venir. Et avec leur compétence croissante et leur précision déconcertante, ces petites bombes suffisaient à maintenir les Allemands sur le qui-vive, scrutant le ciel nocturne à la recherche du bruit d'un moteur de faible puissance ou de la silhouette noire d'un biplan. Leur précision était telle qu'à mesure que le 588 gagnait en expérience, ils ajoutaient également le bombardement de précision nocturne à leur CV, ciblant les ponts ferroviaires et les positions d'artillerie allemandes en utilisant des fusées éclairantes pour les illuminer. Ils étaient vraiment des pilotes de l'ère du manche et du gouvernail, comptant sur l'habileté et la ruse plutôt que sur la technologie. Quant à la peur de l'interception, les biplans volaient beaucoup plus lentement que les vitesses de décrochage des chasseurs de nuit allemands équipés de radars. Et à de telles basses altitudes, leur signature radar était souvent confondue avec les collines et les arbres environnants. Ils étaient donc des cibles extrêmement difficiles à localiser et à engager, sauf lorsqu'ils volaient encore tard le soir ou tôt le matin et que la lumière du jour les éclairait. De loin, les plus grandes menaces provenaient des canons anti-aériens guidés par les projecteurs allemands. Lorsqu'ils étaient découverts de cette manière, les avions avaient du mal à s'échapper car l'équipage se retrouvait sous une grêle de tirs et si le manque de protection blindée n'était pas suffisant, le Polikropov Po-2 avait également tendance à prendre feu lorsqu'il était touché. Si un avion était touché, cela dépendait alors de l'habileté du pilote pour le ramener sur Terre aussi rapidement et sûrement que possible, car les femmes du 588 ne portaient pas de parachute. En fait, les sorcières de la nuit volaient à des altitudes si basses qu'elles étaient de peu d'utilité, même si les malheureuses aviatrices pouvaient les déployer après avoir sauté de leurs avions en détresse. Avec l'unité approuvée, sa mission définie et des avions attribués, le 588e avait maintenant besoin de femmes courageuses
pour remplir ses rangs. Les femmes qui ont servi dans le 588e venaient de tous les horizons de la vie soviétique. Genia Rudneva est née le 24 décembre 1920. Son père était ukrainien, tandis que sa mère était de confession juive orthodoxe, quelque chose qu'elle a dû abandonner pour épouser le père de Genia. En conséquence, Genia connaissait très peu le côté maternel de sa famille, qui les avait reniés ou son héritage juif, grandissant plutôt dans la nouvelle Union soviétique, la superpuissance socialiste du monde, où les femmes semblaient avoir beaucoup plus d'opportunités que dans la plupart des autres pays de l'époque. Toujours un peu rêveuse, Genia s'est passionnée pour l'astronomie et, ayant travaillé dur au niveau de l'éducation obligatoire, elle a obtenu une place au département d'astronomie de la faculté de mécanique et de mathématiques de l'Université d'État de Moscou. Genia s'est révélée être une étudiante excellente et passionnée, et ses professeurs prévoyaient de grandes choses pour son avenir dans le domaine de la science. Comme beaucoup de ses pairs, elle a répondu à l'appel pour faire son devoir lorsque les Allemands ont envahi, et lorsqu'elle a entendu dire qu'un régiment d'aviation entièrement féminin était en formation, elle a demandé avec enthousiasme à se joindre à eux. Après avoir terminé sa formation militaire, elle s'est rapidement retrouvée dans le train avec beaucoup d'autres femmes, alors qu'elle se rendait sur les lignes de front pour combattre les Allemands et leurs alliés dans le sud-ouest de la Russie et en Ukraine. Genia a religieusement tenu un journal de ses expériences, ainsi qu'écrire à ses parents, offrant un aperçu intime de son temps passé avec le régiment. Pendant le trajet en train, elle a décrit comment ils avaient un médecin à bord et comment il les faisait tous se sentir comme des enfants, alors qu'il leur disait constamment quoi faire et quoi ne pas faire pour rester en bonne santé. Parlant de son temps dans l'armée jusqu'à présent et de ses espoirs pour l'avenir, elle a écrit « Et une pensée stupide, un total paradoxe a traversé mon esprit. C'est la guerre. Il y a trop de peur et de sang, mais je vis les jours les plus heureux de ma vie. Au moins, ma vie dans le régiment sera mon souvenir le plus lumineux. » Je pense que oui. Ces paroles semblent plutôt naïves, mais en même temps, elles parlent de la camaraderie vécue par de nombreux soldats alors qu'ils partageaient leurs expériences de guerre. Concernant la perturbation de ses études, elle expliquerait plus tard « L'astronomie me manque vraiment, mais je ne regrette pas d'être entrée dans l'armée. Brisons les envahisseurs. Puis nous entreprendrons de restaurer l'astronomie. Sans une patrie libre, il ne peut y avoir de science libre. » Maria Smirnova était une autre qui a répondu à l'appel de la patrie. Née dans une famille de paysans en 1920 à l'âge de 13 ans, sa famille a déménagé à Tver, sur la rivière Volga, où peu de temps après, elle s'est formée pour devenir enseignante. Tout au long de la seconde moitié des années 1930, elle a enseigné dans une école primaire près d'un aérodrome, où la vue et le bruit des avions décollant et atterrissant ont capturé son imagination. En 1937, elle a été acceptée dans le programme de vol là-bas. Seule femme à l'époque, et peu de temps après avoir terminé sa formation, son expérience en tant qu'enseignante l'a vue devenir instructrice. Lors de l'éclatement de la guerre, elle espérait mettre ses compétences de vol à profit pour repousser les envahisseurs nazis, mais comme tant d'autres, elle a été initialement déçue que l'armée de l'air n'accepte pas les candidatures féminines pour le combat. Tout a changé lorsque le maréchal Staline a accepté les demandes de Marina Raskova et compte tenu de son expérience de vol, Maria a été nommée tôt comme commandante adjointe au sein du régiment. En parlant du rôle des femmes au combat, Maria Smirnova a expliqué « Que pensions-nous tous alors? Les filles des régiments volants? La guerre était-elle une affaire de femmes? Bien sûr que non, mais à l'époque, nous n'y pensions pas. Nous avons défendu notre belle patrie, notre peuple que les fascistes avaient piétiné. » Avec le premier groupe de pilotes ayant suivi leur formation de vol à l'école d'aviation militaire d'Engel en juin 1942, ils se préparaient à être déployés sur le front, spécifiquement dans le sud de la Russie. L'endroit exact d'où les membres du 588 voleraient n'était pas connu d'eux jusqu'à la dernière seconde avant le déploiement, en partie pour des raisons de sécurité et en partie à ce moment-là parce que le front sud était si fluide dans sa nature. Partageant un aérodrome avec des escadrons entièrement masculins,
Les membres du 588 n'ont pas reçu d'accueil particulièrement enthousiaste de la part de leurs homologues masculins. Beaucoup d'entre eux avaient vu de lourds combats, au cours desquels un grand nombre de leurs camarades avaient été perdus, et regardaient l'escadron entièrement féminin et leur petit biplan avec suspicion, croyant qu'il n'était bon que pour la propagande et peu d'autre chose. Néanmoins, le 12 juin 1942, le 588 est entré en combat pour la première fois, frappant les nazis envahisseurs. En relatant les opérations après la guerre, Maria Smirnova a expliqué « Lors de la première mission, nous avons perdu notre commandant de l'escadron et j'ai été désigné pour prendre sa place. J'avais 10 pilotes et 10 navigateurs dans mon escadron. Nous avons survolé les lignes de front, percé 3 lignes de défense fortifiées avec de l'artillerie allemande pour bombarder des cibles telles que des aérodromes fascistes, des gares et des voies ferrées, des quartiers généraux de terrain et des ponts. Nous volions en ligne à 3 minutes d'intervalle et l'ennemi était bien au courant de notre timing. Il devait être en alerte toute la nuit. Ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Cependant, une conséquence inattendue pour le 588e était qu'ils avaient aussi souvent du mal à dormir pendant les heures de lumière du jour lorsque leurs propres opérations cessaient. Passer toute la nuit à voler mission après mission avec des tirs de défense contre avions remplissant le ciel et voir leurs camarades abattus les remplissait souvent d'adrénaline ou de deuil pour la perte d'un ami, et cela affectait gravement leur propre capacité à dormir. Maria elle-même souffrait d'une anxiété sévère à tel point qu'à un moment donné, elle a été envoyée pour un traitement, seulement pour qu'elle s'enfuie et fasse de l'autostop pour retourner au régiment. Elle ne pouvait tout simplement pas se détendre, sachant qu'ils volaient encore nuit après nuit. Elle essayait de le leur cacher, mais l'anxiété continuait à la tourmenter pour le reste de la guerre et au-delà. Il était impossible pour quiconque de ne pas être affecté par la peur de perdre un ami, comme l'a expliqué Eugenia Rudneva après une nuit particulièrement lourde d'opérations au cours de laquelle son avion a été touché par des tirs au sol. Mes mains et mes jambes tremblaient. J'ai vu un avion en train de brûler. Mon avion volait comme un ivrogne, mais je m'en fichais. Un autre avion a été abattu à 23 heures. Mon cœur a palpité. J'ai couru vers chaque avion atterrissant pour voir les retours. Mon ami Geiler ne l'a pas fait. Comme pour le reste de l'armée de l'ère soviétique, le 588 avait de dures leçons à apprendre. Cependant, ils ont rapidement prouvé leur valeur, développant des tactiques pour échapper aux projecteurs allemands et se rapprocher le plus possible de l'ennemi pour déposer leurs bombes sur leurs cibles. Une tactique pour laquelle le régiment deviendrait particulièrement connu était de réduire leur moteur au ralenti et de planer efficacement vers leurs cibles, réduisant leur bruit à presque rien, jusqu'à ce qu'ils soient directement au-dessus des positions allemandes où ils déchaînaient leurs bombes avant de disparaître dans le noir de la nuit. Les soldats allemands, qui avaient pris conscience de l'unité entièrement féminine qui les harcelait constamment la nuit, ont comparé le bruit des biplans au ralenti passant au-dessus de leur tête à celui d'une sorcière sur son balai, et ils leur ont donc donné le nom de sorcière de la nuit. Le terme était censé être péjoratif, mais lorsque le 588 a appris cela, ils l'ont adopté avec enthousiasme, et à partir de ce moment, ils seraient connus sous ce nom. Les sorcières de la nuit ont prouvé qu'elles étaient courageuses, audacieuses et dévouées à la défense de la mère patrie, à tel point qu'elles ont commencé à gagner le respect de leurs homologues masculins, qui les avaient d'abord raillées. Loin des combats, elles sont devenues une source d'inspiration pour les jeunes femmes à travers l'Union soviétique, tout en rehaussant le moral du peuple, en apparaissant dans des films de propagande et des articles de presse, qui étaient largement diffusés. Puis, en octobre 1943, leur prestige a été encore renforcé lorsque le 588 a été rebaptisé 46e régiment d'aviation de bombardiers de nuit de la garde de Taman, le titre étant attribué aux unités militaires les plus élites de l'Union soviétique. De nombreuses histoires de leur audace ont commencé à circuler dans des conversations enthousiastes qui ont souvent enjolivé les faits, mais nulle part plus que parmi les Allemands eux-mêmes. Certaines des histoires qui ont émergé parmi les rangs allemands concernant les femmes frôlent le fantastique, allant des unités entièrement composées de criminels condamnés à mort et qui se battaient pour leur liberté, à elles faisant même partie d'expériences médicales soviétiques conçues pour permettre à leurs pilotes de rester éveillés pendant 24 heures.
Peut-être que les Allemands ne voulaient tout simplement pas croire qu'elles étaient juste des femmes ordinaires qui se portaient volontaires pour se battre pour leur peuple, parce que c'est exactement ce qu'elles étaient, et derrière l'image glamour dépeinte dans les films de propagande soviétique, elles menaient toujours une guerre et elles subissaient toujours des pertes. Lors d'un vol soutenant l'offensive en Crimée, Maria dirigeait une attaque à 2 avions quand, par hasard, ils ont été repérés dans la faible lumière par un pilote à l'œil vif du Focke-Wulf FW-190, l'un des principaux avions de chasse allemands. Le pilote a lancé une attaque à grande vitesse, mais en utilisant l'agilité à basse vitesse de son pot 2, elle a réussi à éviter les balles allemandes, bien que malheureusement, l'avion qui la suivait n'ait pas eu autant de chance. Son pilote, Dossier Nussel, a été tué sur le coup, et son corps s'est affaissé sur les commandes, envoyant l'avion en piqué. Le navigateur de Nussel, Irina Kachirina, a lutté avec les commandes dupliquées dans son cockpit, mais le corps de Nussel continuait à pousser le manche vers l'avant. Alors elle a tendu la main et a attrapé ses pilotes morts par le col, les tirant hors du manche. Avec une main sur le manche et l'autre tenant le corps de son camarade mort, Kachirina a réussi à ramener l'avion à la base. La légende de leur invulnérabilité aux combattants a été presque entièrement détruite la nuit du 31 juillet 1943. Encore une fois, Smirnova menait une attaque, cette fois contre les troupes allemandes près de Timruk. Avant l'attaque, elle avait personnellement effectué une reconnaissance de la zone, identifiant des cibles pour le reste des unités à bombarder, mais alors qu'ils approchèrent de leur cible, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Comme d'habitude, des projecteurs fouillaient le ciel à leur recherche, mais au lieu de la grêle habituelle de tirs anti-aériens, il n'y avait rien. C'est alors qu'elle a réalisé ce qui se passait. Les canons ne tiraient pas parce que des avions de chasse allemands opéraient dans la zone, utilisant les projecteurs pour éclairer les biplans soviétiques afin qu'ils puissent attaquer. Comme elle l'a expliqué après la guerre, nous n'avions jamais été attaqués de cette manière auparavant. Nous n'avions pas développé de tactique pour contrer l'attaque des avions de chasse. J'avais une expérience considérable du combat et j'ai manœuvré pour échapper aux projecteurs, car échapper aux projecteurs signifiait échapper aux chasseurs. Mais derrière moi volaient de jeunes équipages inexpérimentés. 4 des avions qui me suivaient ont été abattus. Les balles traçantes ont mis leurs avions en feu. Nos avions étaient si vulnérables, ils brûlaient comme des feuilles de papier. Tragiquement, l'une de celles qui sont mortes cette nuit-là était Irina Kachirina. Bien que des incidents comme celui-ci aient été heureusement peu nombreux, en particulier à mesure que la guerre se prolongeait et que les Allemands s'épuisaient de plus en plus, les pertes se poursuivaient au sein de l'unité. De nouvelles tactiques ont été élaborées, comme celle de faire agir les pilotes les plus expérimentés en tant que leurs, car ils savaient comment échapper aux projecteurs. Néanmoins, le danger était toujours présent. Le 9 avril 1944, l'avion de Genia Rudneva ne reviendrait pas d'une mission de combat. La jeune astronome n'avait que 23 ans. Plus tard, on a appris que son corps avait été récupéré et enterré comme un simple soldat inconnu sur le champ de bataille. Ce n'est qu'en 1966 qu'elle a été formellement identifiée. Une mort qui affecterait sérieusement le moral des sorcières de la nuit concernait quelqu'un qui n'était même pas dans leur régiment. Le 4 janvier 1943, le major Marina Raskova volait avec l'unité de bombardiers en piqué mixte lorsqu'elle a été tuée près de Stalingrad, son avion s'écrasant sur les rives de la Volga. Elle a reçu les premières funérailles d'État de la guerre et a été commémorée quelques mois plus tard par un navire transféré des États-Unis qui a reçu son nom. Au total, les sorcières de la nuit perdraient 32 de leurs 261 membres, et bien que ce soit une tragédie, il faut le peser contre le nombre impressionnant de sorties que le régiment a effectuées contre les Allemands. Une commandante de vol, nommée Irena Sabrova, a effectué un nombre stupéfiant de 1008 missions, et pour cela, elle a reçu le titre de héroïne de l'Union soviétique, la plus haute distinction pour service rendu à l'État. Elle serait l'une des 23 femmes du régiment, y compris Smirnova, à recevoir cette distinction. Compte tenu de ce volume élevé de sorties, le taux de perte parmi elles était remarquablement faible, encore plus lorsque vous incluez le fait que certaines de ces 32 morts étaient attribuées à une épidémie de tuberculose.
Où que se trouvent les lignes de front, les sorcières de la nuit n'étaient jamais loin derrière, et cela incluait la poursuite de l'armée allemande, en retraite hors de l'Union soviétique et en Pologne, puis en Allemagne elle-même. Ainsi, le régiment devait être doué pour déplacer rapidement leurs aérodromes afin de suivre la ligne de front fluctuante. Lors d'un moment effrayant en Biélorussie, le régiment a atterri dans une clairière qui allait devenir leur nouvelle piste d'atterrissage. En attendant l'arrivée des camions avec du carburant et des munitions, certains membres du régiment sont partis explorer et, à leur horreur, ont découvert des chars allemands camouflés à proximité. Sachant qu'il n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne soient découverts, ils sont retournés à leur avion et ont décollé, en utilisant la petite quantité de carburant restant pour s'échapper. Le 4 mai 1945, les sorcières de la nuit ont effectué leurs dernières opérations à seulement 37 miles de Berlin. 3 jours plus tard, elles ont entendu la nouvelle dont elles rêvaient depuis les 4 dernières années. L'Allemagne avait capitulé. La guerre était terminée. D'avoir dû essentiellement harceler Staline pour qu'il les laisse voler, à devenir l'unité la plus décorée de l'armée de l'air soviétique, les sorcières de la nuit s'étaient taillé une légende de leur vivant. L'avenir semblait radieux pour ces héros. Malheureusement, cela ne devait pas être. Avec le régiment démobilisé, ses membres ont été renvoyés à la vie civile. Certains sont retournés à des emplois ordinaires ou se sont mariés et ont eu des enfants, tandis que d'autres, comme Smirnova, ont essayé d'utiliser leur renommée pour se tailler une carrière dans le secteur croissant de l'aviation civile soviétique, en pilotant des avions de ligne. Malheureusement, la guerre avait laissé des traces sur elle, tant physiquement que mentalement, et elle n'a pas réussi à entamer une carrière de pilote de ligne. De plus, il semblait y avoir un effort collectif pour ignorer complètement les aviatrices une fois la guerre terminée, leur régiment s'étant même vu refuser la permission de participer au survol dans le cadre du défilé de la victoire, la raison officielle étant que leurs avions étaient trop lents. Néanmoins, il y avait ceux qui se souvenaient de la légende des sorcières de la nuit, leur mémoire étant préservée dans les livres, et plus tard dans les films et les émissions de télévision. Chaque année après la guerre, le régiment organisait une réunion le 2 mai où il se souvenait de ces femmes courageuses qui n'étaient pas revenues après être parties dans la nuit. Pour l'une de leurs membres, son nom continue de voler à travers un ciel d'un vide noir orné d'étoiles scintillantes. En 1972, des astronomes ont nommé un astéroïde en l'honneur de la sorcière de la nuit qui rêvait des étoiles. Ils l'ont appelée Rudneva. Et voilà l'histoire des sorcières de la nuit russe. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.